Bienvenue à toutes et tous dans cette deuxième session du cycle de formation Ayurveda et psychologie. Et ce soir, on va parler de la gestion du stress avec l'Ayurveda. Et donc, pour rappel, lors de la conférence précédente, on avait parlé des trois énergies du mental qui sont Sattva, Rajas et Tamas, les trois gunas. Donc, ce soir, on va voir comment ces trois énergies, eh bien, elles sont impliquées dans l'apparition du stress, principalement du stress chronique, et puis pourquoi l'état de Sattva est recommandé comme solution aux situations de stress. On va faire le lien aussi avec les trois bioénergies, les trois doshas, Sattva, Vata, Pitta et Kapha, et on verra de quelle manière ces trois doshas interagissent justement avec Sattva, Rajas et Tamas, cette interaction étant un facteur déterminant dans la gestion du stress et dans le maintien d'un état de tranquillité intérieure. On terminera ensuite la présentation en vous apportant des clés qui sont valables pour tout le monde, toutes les constitutions, qui vous permettront de restaurer cet équilibre, de développer Sattva et de tenir à l'écart cette notion de stress pour pouvoir avoir une interaction apaisée et sereine avec notre environnement extérieur. Et puis, pour la dernière partie de la conférence, on ouvrira un temps d'échange et de questions-réponses pour environ une vingtaine de minutes. Voilà un petit peu le programme de ce soir. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, simplement, je vous fais un bref rappel, comme on a l'habitude, des autres activités que nous avons et notamment des événements à venir. Et en premier lieu, on va avoir le plaisir avec Rachel de vous retrouver dès dimanche, ce dimanche 20 septembre, pour un stage en ligne d'une journée sur le thème de l'alimentation avec l'Ayurveda. Et on verra comment booster notre système immunitaire, et on peut dire qu'en ce moment, on en a bien besoin, apprendre à rester en bonne santé en adoptant une alimentation adaptée à notre constitution ayurvédique. C'est ça qui est aussi très important. On animera au cours de ce stage un atelier cuisine où on vous présentera comment faire deux recettes de cuisine ayurvédique. La première, ce sont des galettes de haricots mungo, le fameux haricot mungo qu'on appelle aussi soja vert. Et c'est vraiment un des ingrédients stars de la cuisine ayurvédique. Et on aura l'occasion au cours du stage de vous présenter ces formidables vertus et propriétés. Et puis, on préparera un deuxième plat, une deuxième recette à base de légumes, cette fois-ci, choux-fleurs et des pommes de terre qui sont accommodés avec des épices et des aromates dont on vous présentera également les bienfaits lors de la conférence. Ça, c'est pour ce dimanche. Nous avons aussi une partie de pratique le matin. On se retrouve de 8h30 à 10h30 pour une séance de yoga guidé qui est associée aussi à une pratique de mantra et de méditation. Donc, ce stage est proposé au tarif de 40 € et vous pouvez vous inscrire et retrouver toutes les informations associées sur le site internet sattva-ayurveda.fr. Alors, un petit rappel aussi des consultations. On propose des consultations pour individuelles, des consultations en ligne, pour celles et ceux qui souhaitent découvrir leur constitution, apprendre quelle est leur proportion de Vata, Pitta et Kapha dans leur système. Des personnes qui souhaitent également obtenir un diagnostic des éventuels déséquilibres, mettre en place un suivi, un programme de rééquilibrage avec un suivi personnalisé. Et on peut également apporter des solutions sur les situations de stress chronique et d'anxiété avec l'Ayurveda. Et enfin, on propose également des séances de yoga individuelles qui sont adaptées à la constitution de chacun. Donc, les consultations en ligne sont proposées au tarif de 60 € pas pour une heure, et vous pouvez également réserver directement votre consultation sur le site en ligne. On a un calendrier, un agenda interactif. On vous a mis aussi à disposition un programme de formation en ligne, ce fameux programme Ayurveda pour tous qu'on avait présenté au mois de mai pendant le confinement. Donc là, il est à disposition sous forme de 12 vidéoconférences
d'une heure environ, ce qui fait un total de 12 heures de cours. Et ce programme est complété par un bilan personnalisé d'une heure à l'issue de la formation. Vous pouvez retrouver également toutes les informations sur le site. Et là, dans ce programme, vous apprendrez les principes de base de l'Ayurveda, vous découvrirez quels sont les liens étroits qui existent entre le yoga et l'Ayurveda et quel est l'apport du yoga justement dans la gestion du stress. Et on abordera aussi la dimension philosophique et spirituelle de l'Ayurveda pour une compréhension complète, holistique de ce qu'est la vie. Voilà, et puis bien sûr, toujours nos rendez-vous réguliers en ligne, comme ce que nous avons ce soir, les rencontres gratuites. Donc la prochaine, ce sera un espace Sattva Méditation, notre temps de pratique de groupe qui aura lieu le mardi 6 octobre à 19 h. Et ensuite, la troisième session du cycle Ayurveda et psychologie qui aura lieu le mardi 13 octobre. Et là, nous parlerons de la communication sattvique. Donc voilà, ça c'était pour l'ensemble des activités de Sattva Ayurveda. Vous pouvez bien évidemment retrouver toutes les informations sur le site internet, sattva-ayurveda.fr, sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur les comptes Twitter et Instagram où on propose également du contenu exclusif. Et je laisse maintenant la parole à Rachel qui va introduire la séance comme d'habitude avec le mantra Sarve Bhavantu Sukhina, cette prière universelle. Voilà, je te transmets le flambeau, Rachel. Merci Kevin, merci. Donc ce mantra, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. On va le partager à l'écran, ça va vous permettre de le suivre, de le chanter, peut-être de votre côté, ou simplement de l'écouter si c'est plus confortable pour vous. C'est une prière universelle en sanskrit qui souhaite la bonne santé, le bonheur, d'être positif dans la vie. Et c'est ce qu'on se souhaite à tout le monde et ce qu'on se souhaite aussi à soi-même. Donc on y va pour le chanter 3 fois. Et voilà. Om Sarve Bhavantu Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhang Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhang Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit
Dukkha bhag bhave. Om Shanti. 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 Merci Rachel. Merci, merci Aléo. Ouais. On rentre dans le vif du sujet de notre thème ce soir, la gestion du stress avec l'Ayurveda. Et pour ça, on va faire un bref rappel de ce qu'on a vu la dernière fois sur les 3 gunas, donc les 3 énergies du mental, puisque le stress, en fait, et on va le voir tout à l'heure, c'est une réaction biochimique de l'organisme, mais elle est quand même liée à la perception d'une situation, et donc, du coup, les énergies mentales sont complètement impliquées. Donc, je vais rappeler un petit peu ce que sont les 3 gunas, et je vous rappelle que vous pouvez voir la séance précédente qui a été dédiée aux 3 gunas sur YouTube, elle est mise à disposition. Donc, si vous voulez la regarder ou la découvrir, la re-regarder, je vous invite à le faire parce que c'est des notions pas évidentes à intégrer et qui sont vraiment essentielles quand on étudie un peu les principes de base de l'Ayurveda. Donc, vous connaissez tous Vata, Pitta, Kapha, ça ce sont les doshas, les 3 doshas qui gèrent les énergies du corps. Et puis, il y a des énergies qui sont beaucoup plus subtiles, qui sont les 3 gunas, les énergies du mental, Sattva, Rajas et Tamas. Sattva, c'est l'énergie du mental qui amène l'harmonie, la paix, la tranquillité. C'est ce qui se passe quand le mental est complètement détendu. Quand vous êtes bien avec votre environnement, qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de peur. Et quand on est dans cet état, eh bien, on voit les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on ne pose pas de filtre sur la situation qui émane de nos expériences précédentes, de mémoire, de jugement, de perception. On voit les choses telles qu'elles sont. Et aussi, quand on est en sattva, eh bien, on voit vraiment les choses de manière globale. C'est-à-dire qu'on est, on est inclus dans le collectif, on fait les choses au service d'eux, au service de l'univers, de la société, de la famille, peu importe. En tout cas, on n'agit pas en fonction des intérêts personnels, qu'on pourrait aussi appeler les intérêts liés à l'ego. Donc ça, c'est sattva. Et c'est aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est l'état naturel du mental. Vous êtes né avec cet état mental et par les expériences, l'environnement, et bien, tout comme les doshas, il y a des déséquilibres et du coup, on tombe dans le rajas et le tamas. Mais notre nature, notre état naturel, c'est bien sattva. Ensuite, il y a Rajas et Tamas. Donc, ce sont en fait 2 énergies mentales qui sont la manifestation de l'ego, de l'idée d'être quelqu'un. Et alors, il y a 2 manières de l'exprimer. Soit on est dans le Rajas, ça veut dire qu'on va se défendre par rapport aux autres, on va montrer qu'on est meilleur que les autres, on va essayer de dire, de faire, ou on pense que les autres sont inférieurs. Enfin, voilà, il y a toujours une comparaison avec l'autre, avec les autres. Donc, vous voyez bien que ça peut amener à des situations de compétition, de jalousie, de suractivité, de surmenage, où on a l'impression qu'on porte tout sur nos épaules. Donc, voilà, ça, c'est les manifestations de Rajas. Et puis, on a, à l'inverse, une autre manifestation de l'ego qui est Tamas, qui est plutôt dans l'inertie et qui est là, en fait, la manifestation de la dépression. Vous voyez, en fait, il y a aussi moi et les autres, mais je coupe accès avec mon environnement et je suis centrée sur moi et mes problèmes. Et les autres, quelque part, je m'en fiche. Donc, je n'ai plus de conscience de ce qui m'entoure, je n'ai plus la conscience de la valeur des choses. Même s'il y a des personnes qui font des choses pour moi, bienveillantes, eh bien, je le vois pas. Enfin, c'est ça, Tamas. C'est aussi des situations où on n'a pas le respect, voilà, le respect de l'environnement, le respect des autres, le respect du travail des autres. Donc ça, c'est la version de l'ego Tamas.
Alors, c'est important de le comprendre, surtout quand on parle de stress, parce qu'on va le voir, eh bien, on réagit différemment en fonction du stress, en fonction de nos doshas, mais aussi en fonction de notre état mental. Pour comprendre ça, on va d'abord parler de ce qu'est le stress. Qu'est-ce que c'est que le stress? Bien, le stress, c'est une réaction biochimique de l'organisme qui mobilise toutes ses ressources pour faire face à une situation qui est évaluée comme dangereuse. Et pour ça, eh ben, il y a deux possibilités, et c'est ce qu'on appelle en anglais fight or flight response. Soit je vais me mobiliser pour combattre, soit je vais me mobiliser pour courir. Mais dans les deux cas, eh ben, il va falloir que je mobilise toute mon énergie d'un coup. Et pour ça, eh ben, on a une fabuleuse machine qui stimule l'organisme pour ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le rythme cardiaque va s'accélérer, le rythme respiratoire va s'accélérer, les bronches se dilatent pour accueillir beaucoup plus d'oxygène, le sang va aller vers les muscles, du coup, le système digestif va être mis un peu en veille pour justement prendre cette énergie au service des muscles. Et puis aussi, on va avoir les pupilles qui se dilatent, on va avoir la transpiration qui va se mettre en route de manière plus importante pour réguler la température du corps. Donc, tout un tas de réactions qui vont me permettre justement de faire face à cette situation de danger. Une fois que le stress, que la situation dangereuse est passée, eh bien, la réaction normale de l'organisme, c'est de revenir à l'équilibre. C'est de revenir à l'équilibre. Du coup, le rythme respiratoire diminue, le rythme cardiaque diminue, la pression artérielle diminue, et puis on revient au repos. Quand on est en situation de stress, c'est le système nerveux sympathique qui s'active par système de sécrétion d'hormones, notamment la cortisol et l'adrénaline. Et puis, quand on revient à la normale, eh bien, c'est le système inverse, c'est le système nerveux parasympathique qui est stimulé, notamment par la stimulation du nerf vague. Et là, eh ben, on retourne vraiment à la normale, ça remet le corps au repos. Donc, on joue comme ça avec ces deux systèmes nerveux. Sympathique pour faire face au danger, parasympathique pour revenir au repos. Alors, quel lien avec Sattva, Rajas et Tamas? Eh bien, quand on gère la situation de stress de manière totalement normale, c'est-à-dire la situation dangereuse est là, j'y fais face, la situation revient à la normale, mon organisme revient à la normale, eh bien, voilà, ça c'est Sattva, je vois les choses telles qu'elles sont. Et j'ai mis en sécurité mon organisme. Le stress est là pour ça. Mais il s'avère que parfois les situations de stress, soit elles sont trop importantes, et là on peut tomber même dans des syndromes post-traumatiques, mais soit le stress est trop important, soit il est trop régulier, soit il dure trop longtemps. Et du coup, eh ben, l'organisme il est constamment en état d'alerte, il reste en état d'alerte. Et ça pose problème. C'est ce qu'on appelle le stress chronique. Parce que du coup, ben, l'organisme est constamment en surstimulation. Ça provoque de la fatigue musculaire, de la tension musculaire, des troubles d'hypertension, ça peut provoquer des crises cardiaques, des AVC, tout ce qui fait que la machine est en surchauffe et à un moment donné, eh bien, elle craque, quoi. Et donc, quand on est dans cette situation de stress chronique, c'est souvent que on n'est plus en sattva, on est en rajas et tamas, c'est-à-dire que l'évaluation de la situation, elle n'est pas, en vérité, vue de l'extérieur, elle n'est pas si dangereuse, mais il y a une projection mentale qui fait qu'on la voit comme dangereuse. Et du coup, on est constamment en état d'alerte. Donc, il y a deux manières. En fait, soit on l'exprime avec le rajas, et donc là, on tombe dans des états d'anxiété, de surmenage, d'irritabilité. Rajas, c'est lié aussi à l'élément feu et air, donc le mouvement, l'action. Ou alors, on tombe dans une expression plutôt tamasique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire face et de me fatiguer, eh ben, je vais être plutôt dans le déni, dans le retrait, dans la fuite. Et là, c'est plutôt tamasique, et ça amène à des situations de dépression, de fuite, où on n'a plus du tout le sens de la réalité.
Donc voilà un petit peu comment ça se décline sur les trois gunas. Alors vous l'avez compris, l'objectif c'est quand même de rester en sattva. Et pour ça, on sait très bien en Ayurveda quelle est l'importance de la relation entre le corps et le mental. Si j'ai un corps en bonne forme, en bonne santé, je vais être plus facilement tranquille mentalement. Et si j'ai des préoccupations mentales, effectivement, je vais aussi être plus sujet aux maladies et à la douleur. Donc, comment faire pour rester en sattva? La première chose, c'est déjà de prendre soin de sa propre constitution en fonction des doshas prédominants, de vos doshas qui sont déséquilibrés, hein, pour rester déjà en bonne forme physique. Et du coup, ça va permettre grandement de rester en sattva. Voilà pour la présentation. Je laisse la parole à Kevin qui va du coup nous expliquer comment on fait pour rester en bonne forme physique en fonction des doshas et puis comprendre ce qui se passe quand chacun des doshas est en déséquilibre. Mais merci Rachel pour super rappel des gunas et puis leur lien avec Sattva Rajas Tamas. Et effectivement, l'équilibre des autres bioénergies, hein, les doshas, Vata, Pitta et Kapha, va avoir un impact sur notre état de Sattva. On va voir que ces différentes énergies, elles interagissent entre elles. Et en Ayurveda, il est vraiment clairement établi qu'il existe une interaction entre les fonctions physiologiques et notre mental. Donc, le mental va avoir un impact sur notre système dans son ensemble, l'état mental, et l'état de fonctionnement du système va lui avoir en contrepartie aussi un impact sur notre état psychologique et émotionnel. Et cette relation, cette interaction, c'est quand même quelque chose qui commence à être également bien établi dans la médecine moderne, suite aux découvertes les plus récentes. Et vous avez peut-être notamment entendu parler du terme de deuxième cerveau pour notre intestin, puisqu'on a découvert qu'il y avait la présence d'un grand nombre de neurones au niveau de la zone de l'intestin. Ou encore, vous avez peut-être aussi entendu parler de la relation cerveau-intestin, notamment grâce à la présence du microbiote, hein, cet ensemble de bactéries qui sont présentes à l'intérieur de l'intestin et dont le rôle est clairement établi maintenant sur la communication qui existe entre les neurones qui sont présents dans l'intestin et le cerveau. Donc on voit qu'il y a vraiment une connexion, une communication qui est établie entre cette partie de l'intestin qui gouverne une partie de la digestion et le cerveau qui gouverne le reste des fonctions nerveuses. Donc en fait, l'équilibre des trois doshas, Vata, Pitta et Kapha, il va également être primordial dans la lutte contre la manifestation du stress chronique. Et on va brièvement revenir sur chacun de ces trois doshas et on va voir qu'est-ce qui se passe quand ils se trouvent en situation de stress, donc en déséquilibre, en vikruti, hein, c'est le terme qu'on utilise pour qualifier l'état de déséquilibre des doshas, à l'opposé de prakruti, qui est leur état d'équilibre. Et donc, on va voir déjà qu'est-ce qui se passe en fonction de chaque dosha dominant, et notamment, donc, on va commencer avec le dosha Vata. Et on se rappelle, hein, dosha Vata, c'est le dosha qui gouverne le mouvement, qui gouverne l'automaticité. On parle d'énergie cinétique. Donc, quand une personne de constitution Vata est affectée par le stress, ça va se manifester chez elle par des difficultés à se concentrer. Hein. La personne, elle va avoir tendance à s'éparpiller, à aller dans tous les sens. Elle va aussi être dans l'inquiétude. Toute situation va lui créer de l'inquiétude, de l'anxiété. Et puis, en termes de manifestation physique, elle va avoir tendance à la sécheresse buccale. Hein. C'est une des qualités de dosha Vata, la sécheresse. Donc, il va y avoir un excès de sécheresse. Ça va produire de la sécheresse buccale. La personne va peut-être également être sujette à des bourdonnements au niveau de son appareil auditif. Elle va ressentir du froid. Et puis, elle va souvent être sujette à l'agitation mentale, hein, des pensées qui tournent en boucle. C'est vraiment la rumination mentale. On ressasse des idées qui sont souvent négatives. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre vraiment, oui, de la rumination mentale.
Et puis, cette situation va pouvoir aussi amener à la perte de sommeil. Hein. On va plus arriver à dormir parce qu'il y a toujours en arrière-fond, ces pensées qui tournent tout le temps, tout le temps, tout le temps au niveau de notre esprit. Ça peut aller donc jusqu'à l'apparition de maux de tête et de migraines. Voilà un petit peu comment ça va se manifester chez une personne qui a un dosha vata dominant et quand il est déséquilibré dans les situations de stress. Alors, en ce qui concerne les personnes à dominante pitta, hein, on se rappelle, le dosha pitta, lui, c'est le dosha qui est responsable de la transformation, du métabolisme, hein, c'est l'énergie métabolique et qui va aussi être à l'origine de tout ce qui est la mise en action, la prise de décision, et notamment aussi dosha qui gouverne la digestion. Donc, chez les personnes dominantes pitta, hein, pitta, on rappelle, hein, c'est le feu aussi. Donc, c'est souvent le stress qui va se manifester de manière différente et on va plutôt être dans la colère. Hein, on voit bien que lorsqu'il y a trop de feu dans le système, ça va pouvoir provoquer des éruptions de colère, les personnes vont avoir tendance à rougir hein, quand il y a un excès de feu. Et puis, ça va, au niveau de la digestion, dégrader la digestion avec un système en surchauffe. On va amener de la diarrhée, par exemple. Hein. Le système digestif va être en suractivité. Et du coup, il va y avoir aussi présence d'un appétit excessif. Hein. Des personnes qui vont être en situation de stress de nature pitta, elles vont vraiment avoir besoin de manger beaucoup, beaucoup plus que d'ordinaire. Elles vont souvent être amenées à produire une transpiration excessive aussi et malodorante. Et puis, ça va se traduire aussi par une difficulté à lâcher prise. Hein. On a toujours, chez les personnes pitta en situation de stress, il y a toujours ce besoin de contrôler ses pensées, contrôler les autres. Hein. Donc, ça va être générateur d'un grand niveau de stress. Et puis, plus le niveau de stress va monter, plus ça va aboutir à un épuisement de la personne qui peut ensuite mener carrément jusqu'au burn-out. Hein. Donc là, on est vraiment dans l'état maximum de l'état du stress pour les personnes qui ont un dosha pitta dominant. Pour les personnes qui sont de constitution kapha ou qui ont un dosha kapha prédominant, eh bien, on rappelle, hein, dosha kapha, c'est plutôt la stabilité, la structure, l'énergie homéostatique hein, qui ramène le système à l'équilibre. Eh bien, ça va plutôt avoir tendance à se manifester par la prise de poids, hein, avec une prise alimentaire excessive. C'est souvent une prise alimentaire de compensation de la nourriture qui devient un refuge, une manière d'évacuer le trop-plein de tension. Hein. Donc, elles vont pouvoir aussi être sujettes à la nausée, à une moiteur corporelle qui traduit un excès d'éléments eau hein, dans le système. Elles peuvent être également prises d'essoufflement avec de la difficulté à respirer. Et puis, elles vont avoir tendance à avoir plutôt la peau pâle, comparativement aux personnes plutôt pitta qui vont prendre la couleur rouge, vont rougir. Et elles vont, face à une situation de stress, avoir tendance plutôt à prendre la fuite, à choisir la fuite plutôt que de faire face à la situation. Et de manière générale, également, les personnes à dominante kapha, eh bien, elles ont, hein, puisque le dosha, c'est un dosha qui est responsable de la stabilité, elles sont attachées à une sorte de sécurité, à une sorte de confort, et donc elles vont ressentir une anxiété à perdre ce confort, et du coup, ça va aussi les conduire à une forme d'inertie face au stress, cette inertie qui peut, dans les cas extrêmes, aboutir à la dépression. Donc voilà un petit peu ce qui se présente, ce qui se passe lorsque les doshas sont déséquilibrés et sont soumis à une situation de stress. Quelles sont les manifestations? On voit bien hein, qu'un déséquilibre des doshas va avoir un rôle important dans la perception du stress chez chaque individu. Ça va avoir un impact différent en fonction de la constitution de chacun. Et puis, on a présenté chaque dosha avec les réactions de chaque dosha. Après, chaque personne, en fonction de la proportion des doshas qui est présente en elle, elle va avoir un mélange de toutes ces manifestations. Et donc, c'est pour ça qu'on répète régulièrement avec Rachel que c'est vraiment important
de connaître sa constitution de naissance, de savoir de quelle proportion de ces 3 doshas on est fait. On rappelle, hein, ça s'appelle la Prakruti en Ayurveda. Ça va être vraiment important de connaître cette constitution pour comprendre quels sont nos mécanismes de fonctionnement et aussi prendre conscience du besoin de retrouver un fonctionnement équilibré de nos énergies personnelles. Et autre élément aussi qu'on peut mentionner par rapport au dosha, hein, c'est que dans les situations de stress, c'est quand même principalement le dosha, un déséquilibre du dosha vata qui va intervenir, hein, un dosha vata en excès qui va être la cause de l'apparition du stress, notamment stress chronique, en provoquant l'anxiété, la peur, l'insomnie. On peut donc conclure que l'équilibre des doshas est, comme je disais, de manière relative, c'est-à-dire en fonction de chaque individu et de sa proportion des 3 doshas, eh bien, c'est cet équilibre qui va permettre de désamorcer la perception qu'on a de la situation de stress et qu'on le perçoit comme une situation négative, et ça va permettre de rétablir une perception normale et lui redonner sa place de simple système d'alerte, comme le décrivait bien Rachel tout à l'heure. En restaurant l'équilibre des doshas, et donc principalement du dosha vata, on va accompagner le retour de sattva au niveau du mental, tout en diminuant rajas et tamas, qui sont bien les principaux facteurs de notre perception du stress. Voilà un petit peu pour un focus sur les doshas et l'importance de l'équilibre de nos doshas. Et on va voir maintenant avec Rachel comment on peut procéder pour rééquilibrer ces doshas et comment rester en sattva. Super, merci Kevin. Et oui, ce dosha vata qui est le plus sensible, en fait, hein, le plus fragile des 3 doshas, c'est celui qui se déséquilibre le plus facilement. Et puis aussi, on sait que vata, c'est l'énergie cinétique du mouvement, et c'est le dosha vata qui gère le système nerveux. Donc c'est tout à fait aussi logique de le comprendre comme ça. C'est lui qui est le premier impacté par les situations de stress, puisqu'il gère le système nerveux. Alors, oui, en fonction de nos doshas, de notre constitution, on va adopter tel ou tel geste, et ça c'est vraiment important de bien se connaître. Et en Ayurveda, il y a des gestes, des conseils qui sont bons pour tous les doshas, qu'on appelle tridoshiques, voilà, et qu'on peut appliquer dans notre quotidien pour favoriser la bonne santé physique et aussi, du coup, la bonne santé mentale, c'est-à-dire de rester en sattva. Et alors, quels sont ces conseils? Donc, on va vous les partager maintenant. On trouvait que c'était quand même bien de terminer là-dessus pour que vous ayez quelques clés en main. En Ayurveda, il y a 3 piliers. Ahara, Vihara, Aushadha. Ce sont les 3 piliers de traitement. Ahara, c'est en sanskrit la nourriture, l'alimentation. C'est le premier pilier de soins en Ayurveda. Et Hippocrate le disait lui-même, que votre premier médicament soit votre alimentation. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre soin de votre alimentation. Et c'est pour ça, alors oui, en fonction de vos doshas, je ne vais pas avoir la même alimentation si j'ai un dosha pitta en prédominance qu'un dosha kapha. Donc, je vais adapter. Mais en tout cas, les choses communes à tous les êtres humains, c'est de manger frais, manger de la nourriture fraîche, manger cuisiner ce que vous mangez au jour le jour. Alors oui, ça demande de faire ses courses peut-être un peu plus régulièrement, et de cuisiner en bonne quantité. Mangez frais, ne mangez pas les choses que vous avez cuisinées de la veille, ou alors de manière seulement très exceptionnelle. Ce que vous avez cuisiné le jour, mangez-le le jour même et pas plus tard. Ne consommez pas la nourriture qui a été conservez au frigo, ne faites pas réchauffer votre nourriture au micro-ondes. Voilà, ces petites règles, elles permettent de garder l'essence de la nourriture pour que vous puissiez absorber au maximum la bonne énergie de la nourriture, que ce soit au niveau des nutriments, des vitamines, mais aussi de l'énergie subtile de la nourriture.
Et puis, donc, il y a la manière de s'alimenter, mais il y a aussi la manière de manger. Quelle est votre relation à la nourriture? C'est-à-dire d'être dans une démarche de gratitude quand vous avez la nourriture face à vous, remercier la terre d'avoir fait grandir ses légumes, ses fruits, de les avoir dans votre assiette aujourd'hui. Vous pouvez cuisiner au calme, manger au calme, toutes ces attitudes envers votre alimentation va vous permettre aussi de mieux intégrer les bénéfices de la nourriture et puis de développer l'état sattvique. Ça, c'est pour la nourriture, ahara. Ensuite, il y a vihara. Vihara, en sanskrit, c'est les activités, le comportement. Qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon quotidien pour avoir une bonne santé physique et mentale? Eh bien, on a beaucoup d'outils et on parle du yoga comme la science sœur de l'Ayurveda. Évidemment, si vous faites des exercices au niveau du corps, d'assouplissement, faites du yoga, du pranayama, d'expansion du souffle, ça va vous permettre de gagner en santé, de gagner en tonus, de favoriser la force de votre système immunitaire. La méditation, de calmer les pensées, calmer le mental. Et vous pouvez aussi chanter des mantras. Ça, c'est vraiment un soin ancestral dans l'Ayurveda. Les soins ont commencé en vérité avec le son, le chant, qui est une vibration très puissante et qui a un impact considérable sur le cerveau, donc pour favoriser aussi la bonne gestion du stress. Vous pouvez aussi faire des automassages avec une huile appropriée en fonction de votre constitution, une huile tiédie au bain-marie. Voilà, tout ça va vous permettre de favoriser la détente. La détente. Et alors, on connaît les remèdes de l'Ayurveda. Donc, ça, c'est le troisième pilier qui est Aushada. Aushada, oui, du coup, les massages font partie des traitements. On connaît les herbes ayurvédiques. Donc ça, c'est à prendre en fonction de notre constitution. C'est bien d'être accompagné, pas prendre n'importe quoi, n'importe comment. Mais une herbe qui est très connue pour réguler le système nerveux, ben, c'est l'ashwagandha, qui est une plante assez centrale dans l'Ayurveda. Il y en a d'autres aussi. Hein. Et on peut aussi avoir donc d'autres soins, comme je vous disais, les mantras, les massages, tout ça fait partie des traitements en Ayurveda. Donc voilà, on a toute une palette à notre disposition pour pouvoir mettre en place des choses au quotidien. Et en Ayurveda, on parle de la dinacharya, qui est une routine quotidienne à mettre en place. Chaque matin, on se lève tôt, on se nettoie le corps. En fait, on se nettoie les 5 sens. On va laver les yeux, on va laver le nez, les oreilles, la bouche. On va nettoyer pour pouvoir commencer la journée avec aussi un esprit clair, hein, puisque l'interaction avec le monde extérieur, je la fais à travers mes 5 sens. Donc, si mes 5 sens sont nettoyés et clairs, ça me permet aussi d'avoir une vision nette et claire de ce qui m'entoure. Et donc, c'est ça, voir les choses telles qu'elles sont, rester en sattva. Après le nettoyage, vous pouvez faire votre yoga, votre méditation. Avant le yoga, buvez 2 verres d'eau chaude. Ça, c'est très bon pour la santé. Et ça permet de stimuler le système digestif, de nettoyer, etc. Tout ça permet de commencer sa journée avec une énergie qui vous permet de faire face aux situations, à vos responsabilités, sans générer trop de stress, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le rajas et tamas, mais toujours de rester en sattva. Et voilà, c'est un bref tour sur comment gérer la gestion du stress. Et on voulait terminer cette présentation par une petite vidéo qui dure 1 minute 30 qu'on aime bien projeter. C'est un extrait d'une émission qui parle justement de comment la science moderne comprend la gestion du stress avec ce fameux microbiote dont Kevin nous a parlé, le lien entre le cerveau et l'intestin. Et l'émission, cet extrait s'appelle « Quand l'intestin déprime ». Vous allez voir, c'est assez éclairant. Alors, je vais vous partager l'écran.
Le microbiote intestinal communique avec le cerveau, grosso modo, par deux grandes catégories de voies. Il y a tout d'abord la voie nerveuse, c'est-à-dire que les protéines ou les petites substances produites par ce microbiote vont stimuler les nerfs qui sont dans la paroi du tube digestif et qui vont véhiculer des informations jusqu'au cerveau. Ces mêmes petites protéines produites par le microbiote, par la circulation sanguine, vont pouvoir atteindre le cerveau et agir sur son fonctionnement. Ce que l'on a observé, c'est que la composition du microbiote de sujets présentant par exemple une dépression est différente de celle de la population générale. Et donc, ce qui joue, c'est pas tellement un germe particulier qui va induire la dépression ou qui va au contraire nous en protéger, c'est un déséquilibre dans la variété, dans la composition, dans la concentration des différentes bactéries. On s'aperçoit que certaines sont surreprésentées en cas de dépression et d'autres sont sous-représentées. La question qui se pose, c'est est-ce qu'en modulant ce microbiote, on peut moduler les symptômes psychiques? Il n'y a pas d'études scientifiques qui permettent de le démontrer. Maintenant, avec un peu de bon sens, on peut se dire qu'en améliorant cet équilibre intestinal, de toute façon, ce sera bénéfique pour plein de choses et peut-être l'état mental. Et voilà. Oui, merci, super cette vidéo. On Oui. l'aime bien, c'est vrai qu'elle montre vraiment ce lien qui existe entre une alimentation appropriée et puis la santé du microbiote et forcément la santé mentale, que ce que l'Ayurveda avait déjà mis à jour il y a plusieurs milliers d'années maintenant. Donc, nous, on est convaincus que c'est comme ça que ça se passe. On est arrivé à la fin de cette présentation sur la gestion du stress avec l'Ayurveda. Et puis, on vous propose maintenant d'ouvrir un temps d'échange, de questions. Et puis, comme on en a l'habitude, si vous souhaitez poser une question, vous pouvez lever la main virtuelle qui se trouve dans l'onglet participants. Tout en bas, dans le menu de Zoom, il y a un petit onglet participants. Et quand vous cliquez dedans, vous avez une petite main bleue. Vous pouvez lever. Et je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a levé la main. C'est Cécile qui souhaite poser une question. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Si j'ai bien compris dans ce que vous avez dit ce soir, c'est souvent le déséquilibre de Vata qui commence en premier et qui va déséquilibrer les autres doshas. Oui. Donc voilà, on ne peut pas avoir un déséquilibre Pitta ou Kapha sans avoir le déséquilibre Vata en premier. Quand on parle de situation de stress. Uniquement du stress? Là, ce soir, on était vraiment dans la présentation de situation de stress. Et donc, c'est vrai, dans la manifestation du stress, c'est vrai que c'est le dosha Vata qui, lui, va être le principal, facteur de cette perception du stress, en fait. C'est le déséquilibre du dosha Vata, oui. Qu'est-ce qui vous interroge, Cécile? Moi, je pense que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parce que moi, dans mon métier d'infirmière, anesthésiste, j'ai l'impression que quand je vois tous mes patients maintenant, parce que je suis tellement sensibilisée à l'Ayurveda, j'ai commencé une formation, je me dis, mais c'est pas possible, c'est vraiment avant tout le stress, donc le déséquilibre de Vata, qui fait que la maladie arrive. Et voilà, c'est impressionnant, j'ai cette impression-là. Donc après, je commence, je débute, mais voilà, c'est intuitif. Je me dis que voilà, il y a toujours un déséquilibre de Vata qui débute et qui fait qu'après le corps est atteint. On a un ulcère, on a mal partout, on a des tendinites, on a une fibromyalgie, on a une algosdystrophie, voilà, donc en discutant un petit peu avec mes patients, j'ai l'impression que ça commence par ça, un déséquilibre écologique avec le stress. Il y a le dosha Vata qui, bien sûr, est Je vous entends pas très bien. Oui. Il y a le dosha Vata qui, bien sûr, est impliqué au niveau physiologique, mais il y a aussi
Rajas et Tamas. Comme l'expliquait Rachel, il y a aussi la disposition mentale qui fait que c'est aussi Rajas la présence de Rajas et Tamas qui va aussi créer principalement ces situations de stress. C'est une association, c'est pas que Vata, c'est une association du dosha Je vous Vata. entends pas très bien, Kevin. Je suis désolée. Vous êtes vraiment haché. Pourtant, Je vais couper mon micro, ouais, ça marche bien. peut-être. Oui, moi je t'entends bien aussi. Je ne sais pas si c'est de votre côté, Cécile. En tout cas, moi je t'entendais bien, Kevin. Oui, moi aussi, j'entends très bien là. J'entends mieux quand mon micro est coupé, en fait. Ah ben voilà. Ok. Donc, c'est multifactoriel. Hein. Le stress, c'est l'existence d'un déséquilibre de Vata, mais aussi c'est principalement la présence, enfin, une perception erronée de par la présence prédominante de Rajas et Tamas au Oui. niveau mental. Et puis effectivement, les situations de stress chronique, elles vont amener vers la maladie. Alors, toutes les maladies ne sont pas liées au stress, mais comme on le disait, si l'état mental est déséquilibré, l'état physique va facilement l'être par conséquent. Par conséquent, ouais. Merci Cécile. Maladie psychosomatique, tout ça, c'est lié. Merci à vous. Merci pour votre Ça fait témoignage. plaisir de vous revoir. Et oui. Vous n'avez pas vu depuis quelques temps. Alors, on a Charlotte qui a une question à poser. Oui, bonsoir. Merci déjà pour cette conférence, c'est très intéressante. J'avais une question sur la réciprocité en fait de la perte d'équilibre. Est-ce que il y a la même réciprocité entre le déséquilibre du corps qui amène du stress ou du stress qui amène un déséquilibre du corps? Est-ce que la réciprocité est parfaite ou est-ce que c'est plus dans un sens ou dans l'autre? Le vertige. En fait, de savoir si c'est d'abord le mental qui amène du stress au corps et que du coup le corps se déséquilibre à cause du mental en premier, ou est-ce que c'est le déséquilibre du corps qui amène un déséquilibre mental et du coup du stress? Est-ce que c'est une réciprocité qui est vraiment égale? Parce que j'ai l'impression que ça peut aller vraiment dans les deux sens. Que parfois c'est le stress qui va amener la maladie physique, ou parfois un déséquilibre qui va amener un stress qui n'avait pas lieu d'être au départ. Je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Tout à fait. Non, c'est tout à fait clair. Effectivement, ça va dans les deux sens. Après, vous parlez de vertige, ça peut aussi être physique. Non, je n'ai pas parlé de vertige. Ah, pardon, j'avais entendu vertige. Ok. Évidemment, ça va de pair. C'est-à-dire, plus si je suis dans une situation de stress chronique, mon organisme va se fatiguer. Je vais avoir des tensions musculaires, je vais avoir une fatigue mentale, je vais être plus sujette à ressentir la douleur, le mal de dos, mal aux articulations, parce que y a la physiologie, le fait d'être constamment en tension, ça va créer la maladie. Et inversement, si par exemple j'ai mal au genou, je sais pas, je fais du foot, je me suis fait mal au genou, ça me provoque une tendinite. J'ai pas forcément subi du stress à ce moment-là, sauf que cette situation, cette douleur, bien sûr, que je peux plus jouer, que du coup je reste allongée, que je suis plus du tout en phase avec ma constitution qui aime bouger, va me mettre dans un état mental déséquilibré, Rajas Tamas, et du coup ça va me stresser aussi. Donc vous voyez à quel point ça peut vraiment tout répondre à corps mental. Ouais. Merci, c'est très clair. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, y a-t-il d'autres questions ou peut-être il y a la notion de, on n'en a pas parlé, mais il y a la notion de stress perçu qui est très importante quand on parle de stress. C'est-à-dire que face à une situation, je ne vais pas la vivre de la même manière que mon voisin, par exemple. Si j'ai, je sais pas, je suis avec des amis en vacances, il y a un pont, tout le monde s'amuse à sauter, peut-être que je vais, moi, être complètement à l'aise et sauter sans problème, et peut-être que mon ami, lui, il va être complètement stressé. Et donc, vous voyez, ce n'est pas forcément la situation qui est stressante, c'est la perception de la situation. Et ça montre bien à quel point les énergies mentales, elles sont impliquées. Hein. C'est-à-dire que moi,
qui suis face à ce pont, je ne vois pas la situation de la même manière que mon voisin qui, lui, est complètement accaparé par la peur. Il est dans Rajas, la peur. Hein. Ou alors, il peut être dans… alors, je ne sais pas si c'est le bon exemple pour dire que c'est Tamas de ne pas sauter, c'est peut-être aussi Sadvik de ne pas sauter, mais en même temps, voilà, il peut, par exemple, enfin, toute situation de fuite, par exemple, je veux prendre la parole en public, je stresse énormément, je suis dans Rajas, et si je suis dans Tamas, peut-être que je vais tout annuler et que je vais rentrer chez moi parce que je ne suis pas capable de faire face et que je préfère me replier sur moi-même. Ça, c'est la version tamasique de la gestion du stress. Si je suis habituée, familiarisée avec ce stress, que j'arrive finalement à décanter un peu la réaction d'alerte, je serai beaucoup moins stressée et ça sera beaucoup plus facile de prendre la parole. Je serai en sattva. Alors, y a-t-il d'autres questions, peut-être des commentaires ou suite à ce qu'on vient de présenter? Et tout à l'heure, Rachel, tu parlais donc des outils que nous donne l'Ayurveda et aussi le yoga. Et c'est vrai qu'on peut aussi le dire qu'on met à disposition une séance de yoga guidée type d'une 30aine de minutes pour aider les personnes qui souhaitent mettre une routine quotidienne en place, donc avec vraiment l'essentiel, la salutation au soleil, un peu d'exercice de respiration, un petit temps de méditation, et puis on termine avec la relaxation. Donc ça, c'est vraiment 30 minutes à mettre en place tous les jours. C'est déjà vraiment une très, très bonne routine qui va aussi aider dans le retour à un état d'esprit serein en sattva. Donc, n'hésitez pas. Oui, super. Oui, tout à fait. C'est bien de pouvoir mettre en pratique au quotidien. Le yoga, le pranayama, la méditation, même si vous en faites un petit peu, même 10 minutes par jour, c'est beaucoup mieux qu'1 heure par semaine. Vous voyez, vraiment, c'est la routine. Et surtout que quand on parle du stress, et Kevin l'a bien rappelé tout à l'heure, c'est le dosha vata qui s'emballe. Et donc, la plupart du temps, on va essayer de calmer ce dosha vata. Et comment on fait? En allant à l'inverse des qualités du dosha vata. Le dosha vata, c'est le mouvement, l'irrégularité, la rapidité, l'instabilité. On va apporter du ralentissement, on va calmer le système. La routine, régulièrement, manger à des heures fixes, la routine du matin, du yoga, des exercices de respiration, de détente, elle est très importante, elles vont vraiment aider. C'est aussi important que l'alimentation. Ouais. En fait, quand j'en ai parlé un petit peu en introduction, c'est le système nerveux sympathique qui est à la base de la réaction de stress. Et le système nerveux parasympathique, il va s'activer pour reprendre un peu l'équilibre le dessus sur le système sympathique, donc le système parasympathique qui va calmer l'organisme, et notamment à travers le nerf vague, qui est le nerf crânien le plus long, qui part du cervelet jusqu'à l'estomac, qui passe par les fonctions, les poumons, le cœur, l'estomac. Et donc, au plus je vais stimuler ce nerf vague, au plus je vais ralentir l'organisme. La stimulation du nerf vague va permettre la stimulation du système parasympathique qui, lui, ralentit l'organisme, calme l'organisme. Comment on fait pour le stimuler de manière naturelle? Parce qu'on peut le faire avec des électrodes dans un cas médical, mais on peut stimuler le nerf vague de manière naturelle par des exercices de respiration. C'est à peu près la seule fonction vitale du système neurovégétatif qu'on peut contrôler, c'est la respiration. Et donc, ça permet la détente, ça envoie un signal au système, au nerf vague qui permet de relaxer l'organisme. Donc, le yoga, quand on le comprend, c'est très scientifique en fait. Ça fonctionne sur les 5 éléments. De toute façon, les 5 éléments, c'est extrêmement logique. Je vois qu'on a une question de la part de Betty. Donc, Betty, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Betty. Je suis ravie d'être avec vous. Quelqu'un qui est en dépression, qui est dans un état tamasique, mais qui est tout seul dans son coin et qui veut de l'aide de personne, comment il peut s'en sortir? Comment ça se passe en fait? C'est difficile. Oui. Parce qu'une personne comme ça, elle n'entend rien. Elle n'entend pas qu'il faut manger mieux, elle n'entend pas qu'il faut faire de la respiration.
Oui, c'est une excellente question. Déjà, si on peut le savoir, parce que si elle est isolée, ben, c'est compliqué de se On ne rendre peut compte. pas Hein, isoler vraiment physiquement, mais isoler dans sa tête, en fait. Ah, Elle ok. refuse de parler, par téléphone, répond pas aux SMS. Enfin, c'est bloqué, quoi. Donc, Par rapport à cette personne-là, si elle est en tamas, il faut l'amener en rajas. On ne peut pas passer de tamas à sattva non, directement. c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que si on lui propose, si on lui parle de sattva, enfin des activités sattviques, en lui disant ça viens marcher, elle va pas voir l'intérêt parce qu'elle est en Non, tamas. non. Il faut les pousser en fait. Il faut les, alors pas violemment évidemment, mais c'est quand même quand on est en tamas, il faut être bousculé. Comment on va à l'encontre de l'élément terre, hein. Tamas, c'est la combinaison de l'élément terre, hein, donc c'est l'inertie. Il faut y aller, quoi. Sinon, ça ne bouge pas. Donc, il faut bousculer la personne. Donc, faut pas trop harceler, mais il faut quand même y aller de temps en temps, quoi, en fait. Si vous avez une relation de confiance, parce que c'est effectivement la qualité de la relation que vous avez avec cette personne qui fait qu'elle c'est ça. C'est une relation de confiance. Dites-lui, fais-moi confiance, viens avec moi. Parce que même si vous lui dites ça va te faire du bien, elle ne va pas le comprendre. Parce qu'elle est en tamas, elle ne va pas c'est parce que être en sattva. Mais je sais qu'elle a confiance, mais j'arrive pas à communiquer vraiment, en fait. Mettre des challenges, lui dire viens avec moi, là on y va ensemble. Et puis le faire avec, ça c'est vachement important. Le faire avec. C'est ça que je lui ai proposé, de faire des choses, mais bon, c'est un Après, jeune. C'est un jeune. C'est un jeune, donc c'est compliqué, quoi. Oui. Après, il y a. Faut pas non plus soi-même s'épuiser. Enfin, faut non. voir, quoi, hein, J'ai déjà fait ça. Je veux passer plus. passer un accompagnement médical. Parfois, ça peut être. Non, je veux juste aider, mais je veux pas perdre mon énergie, moi, quoi. C'est pas aider, c'est soutenir. Enfin, mais je veux pas perdre mon énergie parce que j'ai déjà fait. Et je sais qu'alors là, c'est pas bon du tout. Oui, voilà. Parce que du coup, c'est toi qui vas perdre ton sattva. Voilà, tout à fait. Ce qui va aider cette personne-là, c'est ton approche sattvique. Et ça peut l'aider, ouais. Après, on ne maîtrise pas tout. Hein. Non, je sais bien. Mais c'est parce que là, je ne sais pas trop comment renouer le contact, en fait. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup. Et je voulais surtout dire que la vidéo de 30 minutes du yoga, c'est super. Ah, super. Parce que je l'utilise régulièrement, pas toujours. Et des fois, je fais un mixte avec une séance un peu plus longue. Génial. Donc, merci beaucoup. Merci pour ton Betty. Merci Betty. Merci. Et bien voilà, je crois que c'était la dernière question parce qu'on arrive à la fin de la session. Ça passe vite. Ça passe vite, oui, hein, c'est vrai. Ça passe trop vite. Ça passe vite, en effet. Oui. On va chanter notre Sarveba pour finir. Oui. Allez, et avant de le chanter, la prochaine fois, donc on espère vous retrouver pour la session sur la communication sattvique, c'est-à-dire maintenant qu'on a compris comment fonctionnait le mental, comment gérer ces doshas quand on est dans une situation de stress, et on sait que c'est un peu le mal du siècle, comme il a été nommé quand on l'a créé dans les années 50, c'est pas très très longtemps en fait qu'on parle de stress, on en parlait comme le mal du siècle. Maintenant, c'est essayer de comprendre comment interagir avec notre environnement, notamment dans la communication, pour pouvoir parfois désamorcer des situations qui provoquent du stress, qui sont souvent liées à une communication maladroite ou à comment apporter plus de conscience. Ça va être le sujet de la prochaine session. Et puis pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à nous rejoindre encore dimanche pour le stage. On apprendra aussi à chanter des mantras. Donc plus des recettes de cuisine ayurvédique. On aura plaisir à partager cette journée avec vous. Oui. Donc, voilà, je partage le Sarve Bhavantu et on en termine avec notre séance. Donc, je vais chanter juste une fois pour terminer. Voilà. Sarve
Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhave. Shanti, Shanti, Shanti. Merci Rachel. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Si vous souhaitez apprendre à chanter ce mantra, on l'a mis aussi sur YouTube avec les sous-titres. Donc ça, voilà, pour les personnes qui veulent le voir, c'est à disposition. Oui, et ça met aussi dans un bel état de sattva une fois qu'on a écouté. Oui, on a mis des belles images en plus. Ouais. Donc, on vous souhaite une très bonne soirée. On vous retrouve très bientôt, peut-être dimanche. On sait qu'il y a des personnes qui étaient là ce soir qui seront avec nous dimanche. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bonne soirée. Bientôt.